Donc on a pris un temps et on souhaitait vraiment inviter les travaux du groupe de groupe Polyhandicap Bretagne, qui a travaillé depuis 1 an sur le thème de l'apaisement sensoriel. Et c'est Madame Tiffaine Caron qui vient aujourd'hui représenter l'ensemble du groupe de travail. Elle va vous parler de comment ça s'est fait pendant 1 an de travail et vous présenter l'ensemble des travaux menés par les professionnels cette année. Donc sur le thème de la sensorialité et polyhandicap, quelle pratique pour apaiser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Tiffaine Caron, psychologue au pôle enfance Elisabeth Zuckman. J'ai piloté toute l'année qui vient de passer avec Christy et Céric. On nous a demandé d'être animatrice pour le groupe Polyhandicap Bretagne. Donc qu'est-ce que c'est que le groupe Polyhandicap Bretagne? C'est avant tout des professionnels, des établissements qui se réunissent pour échanger sur leurs pratiques, pour travailler sur une thématique qui nous a été proposée. Je vois quelques têtes du groupe dans la salle. Je vous remercie d'être présents. Je vais essayer de faire un retour. Je vais essayer de faire un retour des plus clairs de ce qui a été travaillé lors de ce groupe et au plus près de ces 5 journées de travail, qui étaient 5 journées très denses. Donc c'est environ 10 établissements représentés cette fois-ci par une vingtaine de professionnels qui se sont réunis toute l'année. Donc c'est des établissements des 4 départements, Polyhandicap Bretagne. L'idée de l'apaisement sensoriel, c'était d'essayer de faire un petit peu un état des lieux global sur nos pratiques, nos questionnements. Et puis la question principale, c'était l'apaisement sensoriel. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les besoins? Et comment est-ce que dans nos établissements, auprès des personnes polyhandicapées, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, on a des pratiques partagées ou pas, des trucs et astuces, comme c'était dit tout à l'heure, et comment les partager et faire en sorte que ce soit explicité au plus grand nombre. Donc aujourd'hui auprès de vous et puis sur le site internet par la suite, ce sera accessible du coup de façon un petit peu plus large. Donc les particularités sensorielles, de traitement sensoriel, de quoi parle-t-on? C'était vraiment la première question sur laquelle on a dû travailler. C'est qu'est-ce que c'est que le sensoriel? Qu'est-ce que c'est que l'apaisement? Qu'est-ce que c'est que les sensibilités, du coup? Donc la sensorialité, il y a les 5 sens principaux que tout le monde connaît. Et puis aujourd'hui, c'est de plus en plus connu qu'on parle des 7 sens. Les 2 sens en plus, on va dire, qui étaient moins enseignés avant, qui sont aujourd'hui, j'espère, enseignés partout. C'est le sens vestibulaire et proprioceptif, qui aborde du coup la question du mouvement, de l'équilibre, de la perception de son corps, de l'environnement et des mouvements qu'il y a autour. Donc, dans le cas des personnes en situation de polyhandicap, c'est des sens qui sont essentiels. Et puis, il y a le tactile, l'auditif, le gustatif, l'olfactif et le visuel. Donc, toutes ces choses qui font partie de notre environnement, qui sont au quotidien là, présents avec nous. Et puis, pour les personnes en situation de polyhandicap, la sensorialité, ça appelle aussi des sensibilités. Donc, quand on parle de sensibilité, il y a une sensibilité typique, et puis il y a les hypo- et hypersensibilités. Donc, l'hypersensibilité, c'est quand le cerveau il va réagir très vite aux stimuli sensoriels. Donc, les seuils vont être très vite atteints. Donc, ça peut être une lumière qui va être très agressive d'un coup, ça va remplir le seuil sensoriel, et la personne ne sera plus disponible au reste, par exemple. Puis il y a aussi le cas de l'hyposensibilité. Donc l'hyposensibilité, c'est la nécessité que pour atteindre un seuil sensoriel, pour pouvoir percevoir, il faut que le vase il se remplisse énormément. Donc ça aussi, ça fait partie d'une
sensibilité dans le continuum qui est un petit peu différente. Donc c'est aussi une sensibilité à ne pas oublier. On a beaucoup parlé de ça dans les pratiques professionnelles, de l'hypersensibilité. Ça peut souvent être très visible, faire beaucoup de bruit, donc on va accompagner rapidement les personnes polyhandicapées. Et puis les hyposensibilités, c'est quelque chose auquel il faut penser. Ensuite, on s'était dit, effectivement, on nous demande de travailler sur l'apaisement sensoriel. Donc le sensoriel, on arrive à voir un petit peu ce que c'est, mais l'apaisement, qu'est-ce que c'est? L'apaisement, finalement, on en a beaucoup parlé, on avait chacun des définitions différentes. Ce qui nous a semblé le plus simple au départ pour définir, c'est une définition en creux. Donc c'est de se dire, l'apaisement, qu'est-ce que ça n'est pas? Donc ça n'est pas le retrait sensoriel, ça n'est pas le répit, ça n'est pas l'hyperstimulation non plus, ce n'est pas un comportement uniquement, c'est pas une recherche d'attention, c'est pas une désensibilisation, c'est pas que une habituation ou un besoin d'habituation, et c'est pas un acquis immuable. Donc finalement, avec tout ça, on s'est dit, l'apaisement, en fait, c'est un besoin, tout simplement. Pour l'apaisement, ce qui nous a semblé intéressant ensuite, c'est de se dire comment est-ce qu'on travaille l'apaisement. Finalement, l'apaisement, l'idée, c'était qu'il fallait déjà connaître l'état de base de la personne. Si on ne connaît pas l'état de base, on ne connaît pas les variations. On ne sait pas s'il y a de l'hypo, de l'hyper, on ne sait pas comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer ou pas. Donc, pour cet état de base, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On va essayer de se dire, l'état de base, ça correspond à quoi? Ça correspond à une base au niveau de la douleur, une base au niveau de l'émotionnel, une base au niveau du corps, du somatique. Donc on a travaillé un petit peu tout ça. Et puis de là a découlé différentes choses. On s'est dit que ce qui allait être transversal de toute façon, c'est le psychique, le sensoriel et le somatique. Donc pour ressentir, ça passe par tout ça. Et il y a tout ça à prendre en considération en même temps. Alors on ne peut pas tout faire tout en même temps, c'est impossible. Il y a des choses qui peuvent nous aider un petit peu. Se dire qu'il y a des examens cliniques et médicaux sur lesquels on peut s'appuyer. Avoir une définition de la douleur. Actuellement, les définitions de la douleur sont en train d'être un petit peu repensées. Donc aujourd'hui, on va appeler ça nociception. La nociception, ça va être une douleur qui est déclenchée par une agression de l'organisme. Donc c'est les nocicepteurs qui vont envoyer une information au cerveau comme quoi il y a une douleur. Mais cette douleur-là, elle peut tant être psychique que sensorielle, que somatique. Tout ça peut se mélanger. Ça peut être une inflammation au niveau du corps, ça peut être un traumatisme, tant au niveau du corps qu'au niveau psychique. Donc il y a toutes ces choses-là à prendre en compte quand on parle de l'apaisement, finalement. Si on parle d'apaisement, c'est aussi qu'il y a quelque chose qui est fort, quelque chose qu'on ressent. Quand on parle de ressenti, on parle des émotions. Et puis, il y a ce qui, aujourd'hui, est défini dans les besoins fondamentaux pour avoir une bonne sécurité pour pouvoir être au monde. Dans les besoins fondamentaux, aujourd'hui, c'est reconnu qu'il y a la sécurité affective et relationnelle qui fait partie des besoins fondamentaux au même titre que être bien nourri, avoir un espace sécurisé. Donc il faut penser à tout ça, tant du côté des établissements que lors des accueils des personnes polyhandicapées, quel que soit leur lieu d'accueil. Donc avec tout ça, on s'est dit comment est-ce qu'on évalue un petit peu les particularités et comment est-ce qu'on peut définir des besoins individuels. Alors pour ça, il y a des choses très précises qui existent, des évaluations.
aujourd'hui, je vous en parlerai moins, je suis moins à l'aise avec ce genre de choses que ma collègue. Et puis, vous aurez une présentation par la suite d'une évaluation plus précise. Donc, nous, on a défini que dans les établissements, il y avait 2 types, des évaluations normées et puis des évaluations non normées. Donc, dans les évaluations normées, c'est des évaluations qui vont être passées par des professionnels formés, des choses qui sont référencées, qui prennent du temps. Donc il y a le profil sensoriel de Dunn, l'EPSA et l'ESA. Donc tout ça, je ne vais pas forcément beaucoup vous en parler là, parce que dans le groupe Polyhandicap Bretagne, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on faisait comme évaluation finalement non normée, parce qu'on a des besoins au quotidien pour accompagner les personnes polyhandicapées et on n'a pas tous le temps d'être formés, ce serait chouette. Mais dans les évaluations non normées, finalement, il y a énormément de professionnels qui ont pensé les choses ensemble, testé, et il y a des choses qui sont ressorties. Donc, dans les évaluations non normées, il y a Bogdachina. Vous verrez une petite vidéo de présentation juste après. Il y a le carnet basal d'observation, qui est en lien avec la formation sur la stimulation basale. Il y a l'observation en tant que telle, qui est un invariant finalement. L'observation, c'est vraiment un invariant. Toutes les personnes qui sont auprès des personnes en situation de polyhandicap vont observer et échanger sur leurs observations. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a semblé essentiel. Et dans l'observation, il y a une technique non normée qui a été réfléchie, pensée dans un des établissements, par exemple, qui est la méthode des préférences. Pour être assez courte là-dessus, c'est par exemple proposer 3 fois une même proposition sensorielle à une personne en situation de polyhandicap, et puis noter si ça a un effet d'apaisement, et puis pouvoir avoir un espace où les préférences sont notées. On peut s'y référer, qu'on soit un professionnel qui est auprès de la personne au quotidien ou qui intervient ponctuellement, pour pouvoir avoir accès facilement à des outils. Donc là, vous avez des exemples de différentes évaluations. Donc les items peuvent être à la fois très simples ou un petit peu complexes à remplir. Et puis, il y a beaucoup d'évaluations qui sont basées aussi sur les troubles du spectre de l'autisme. Donc, il y a certaines évaluations qui sont en partie utilisables pour la question du polyhandicap, mais il y a toute une partie qu'il va falloir mettre de côté parce que ça ne correspond pas exactement à la situation à laquelle on a affaire. Donc, il y a un établissement qui a accepté de réaliser une petite vidéo qui présente du coup l'évaluation avec le profil sensoriel et perceptif de Bogdachina. On va commencer le bilan sensoriel pour Christophe. On va passer en revue donc les 7 sens, le visuel, l'auditif, le toucher, l'odorat, le goût, la proprioception et le vestibulaire. On va cibler dans un premier temps tout ce qui est hypersensoriel et hyposensoriel de chaque sens, parce que du coup le profil sensoriel de Bogdachina, il va creuser un peu plus loin pour savoir si par exemple il y a des fluctuations perceptives, donc on passe d'hypo à hyper, et puis il prend la perception du geste là, qui est en gros l'environnement global de chaque sens. L'idée d'un profil perceptif sensoriel, c'est d'analyser en fait les 7 sens et en fait d'analyser ces sens pour adapter le quotidien de la personne, pour pouvoir apaiser et équilibrer en fait les sens de la personne. Allez. Au niveau des soins, est-ce qu'il accepte le contact ou Très difficilement. C'est difficile. Ouais. Okay. Il peut nous repousser. Ce matin, par exemple, il nous repoussait. Il repousse, ok. Est-ce que vous lui avez déjà coupé les cheveux? Moi non. Ou rasé? Raser, c'est très compliqué. Très compliqué. Il n'apprécie pas du tout le rasage.
Au niveau du repas, est-ce qu'il va avoir tendance à se salir les mains, à mettre les mains dans la nourriture Non. ou... Ok. Il peut refuser le repas en mettant sa main devant sa bouche. Quand on fait un bilan sensoriel, je fais toujours appel du coup aux professionnels qui sont dans le quotidien avec les personnes. C'est important vraiment de croiser les regards parce qu'en fait chacun a ses observations, chacun a son expertise et du coup tout le monde peut apporter de son expérience et c'est là où on construit vraiment quelque chose d'objectivable et de concret en fait pour la personne. Là, l'idée c'est de voir si Christophe est attiré par la colonne à bulles. La colonne, elle crée et le mouvement, et la lumière, et le bruit. On peut voir qu'il est attiré par la colonne. Parce que là, pour le coup, il n'y a plus du tout de mouvement, plus de vocalise. Là, il accepte complètement le contact au niveau du bras, au niveau du torse. Je vais éteindre la colonne, Christophe. Et là, petit à petit, en fait, on a arrêté la colonne, il va reprendre ses vocalises et reprendre des mouvements. Et du coup, c'est là où on voit vraiment que ça peut l'apaiser, cet objet-là, tout simplement. Les personnes en situation de polyhandicap, en fait, c'est des personnes qui font pas de bruit, elles vont pas initier de demande, donc c'est des personnes qui peuvent passer inaperçues en fait au sein d'un collectif comme le nôtre. D'où l'intérêt de ces bilans sensoriels, de comprendre vraiment comment la personne fonctionne, comment elle interagit avec l'environnement. Et du coup, on va pouvoir adapter vraiment l'environnement, parce que la personne n'a pas à s'adapter à l'environnement. Nous, on doit tout faire pour que l'environnement soit adapté à la personne. Donc dans cette vidéo, on voit que l'évaluation, elle doit être faite en pluridisciplinarité avec les personnes qui travaillent au quotidien auprès de la personne en situation de polyhandicap pour vraiment coller au plus proche des besoins de la personne polyhandicapée et avoir accès à des documents ou d'autres matériels qui nous permettent que l'environnement soit adapté et pas que la personne ait besoin de faire un sureffort pour expliciter qu'elle est en difficulté. Et donc on puisse l'accompagner au mieux. Quand on a pu définir un petit peu les besoins de la personne, l'idée c'est de se dire comment on fait pour utiliser ce matériel-là? Est-ce que c'est toujours quand la crise arrive, ce qu'on a nommé la crise, donc le moment où on voit que la personne n'est plus apaisée, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire aussi en termes de prévention? Comment est-ce qu'on peut accompagner, mais comment est-ce qu'on peut prévenir également? Donc pour prévenir, je vous parlais de l'état de base tout à l'heure. C'est intéressant avec l'observation de pouvoir noter aussi les petits signes d'alerte, le repérage de qu'est-ce qui fait qu'on voit que cette personne, elle commence, comparativement à son état de base, à monter un petit peu. Et là, faudrait intervenir rapidement pour éviter qu'elle se mette dans un état où ce sera très difficile pour elle de pouvoir s'apaiser de façon autonome ou en présence d'un professionnel. Donc l'idée, c'est aussi de repérer, d'accompagner la personne polyhandicapée à se repérer dans le temps et dans l'espace. C'est quelque chose, nous, qui nous paraît un peu évident. Là, on est dans une salle de cinéma, c'est l'après-midi, on a déjeuné. On n'y pense pas forcément, nous. On y pense un peu plus quand le GPS bug et qu'on se dit « oulala, je dois aller à droite, à gauche, je ne sais plus ». Mais la personne en situation de polyhandicap, on n'a pas toujours accès à savoir si elle se repère dans le temps, si elle se repère dans l'espace. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience de se retrouver dans le noir et de devoir se diriger dans une pièce sans qu'il y ait aucun sens qui soit activé. C'est très compliqué. Donc finalement, on peut estimer que nous, on a quelque chose à repérer ou à aider au repérage pour le temps et l'espace pour les personnes polyhandicapées,
pour leur faciliter le repérage de leur environnement et d'une installation d'un espace sécure aussi pour eux. Il y a aussi des programmes d'activités sensorielles qui peuvent aider à prévenir. Dans beaucoup d'établissements, il y a des salles sensorielles, il y a des formations type Snozellen qui sont proposées aussi, et puis du matériel dont je vous parlerai après, qui aide en fait à se dire bon bah au niveau sensoriel, les personnes ont besoin de certains stimuli. Comment est-ce qu'on peut, dans des activités du quotidien, permettre d'accéder à ces stimuli de façon assez régulière. Et puis, effectivement, il y a le plan de formation pour les professionnels, les pères aidants, toutes les personnes qui peuvent intervenir auprès d'eux. Puis, il y a l'accompagnement. Donc, pour l'accompagnement, il va y avoir la gestion des flux sensoriels. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, si on arrive dans un espace et qu'automatiquement toutes les lumières s'allument, alors quand il est 7 heures du matin pour nous et qu'on n'est pas très bien réveillé, peut-être que c'est un petit peu embêtant, mais ça passe vite. Pour une personne en situation de polyhandicap, ça peut être trop d'un coup. Donc c'est important de penser l'espace et penser toutes les adaptations qu'on peut faire. La régulation des émotions, c'est comment est-ce qu'on va accompagner aussi les personnes pour qu'elles puissent réguler au niveau émotionnel ce qu'elles vont vivre, que ce soit de façon autonome ou accompagnée. Et puis en ayant défini un petit peu tout ça, on est vite parti sur quels outils on avait, quels outils on utilisait au quotidien, quels outils on utilisait de temps à autre, à quoi on a accès, que ce soit au sein de nos établissements, que ce soit des outils portatifs, que ce soit des espaces extérieurs aussi, quelles sont les propositions existantes. Donc au niveau des outils, il y a quelque chose qu'on pense pas comme un outil, mais nous sommes des outils. Et on peut du coup adapter nos habitudes. Donc dans l'adaptation des habitudes, il y a les mouvements des personnes dans une pièce. Là, moi, je m'astreins à rester d'un certain côté pour que les personnes en visio puissent me percevoir. J'essaye de pas trop faire de mouvements. S'il y a une connexion qui est compliquée dans un lieu, les personnes vont pouvoir remarquer que je reste assez stable, donc ça ne va pas trop les perturber. Mais si d'un seul coup, je bouge comme ça et puis que je commence à parler très fort, là, peut-être que ça vous a un peu heurté. Pour les personnes en situation de polyhandicap, quelqu'un qui débarque sur une salle de groupe, par exemple, qui parle très fort d'un seul coup, qui interrompt une activité, ça peut être très difficile à vivre. Donc il y a le niveau sonore ambiant que je viens de vous faire vivre. Il y a aussi le crissement des chaises, par exemple, les portes coulissantes qui vont grincer. Ça peut faire partie au niveau auditif, par exemple, ça peut faire partie des choses désagréables, mais notre système nerveux nous permet de vite éteindre les petits signaux qui nous disent j'aime pas ce bruit. Mais une personne en situation de polyhandicap, elle ne peut pas forcément le faire automatiquement ou de manière très régulière. Donc c'est important d'adapter l'espace. Il y a la prévisibilité des stimuli. Donc voilà, toucher une personne, comme vous avez pu voir dans la vidéo par exemple, on prévient qu'on va toucher une personne. Quand on accompagne une personne à aller d'un espace à un autre, on ne va pas pousser son fauteuil comme ça, on va la prévenir. Parce que à titre de comparaison, c'est comme si quelqu'un nous poussait d'un coup et puis nous disait ensuite avance. Donc c'est pareil, ça peut être un peu heurtant. Il y a ce qui est pensé aussi, c'est la composition des groupes d'activités. Donc il y a certains établissements qui ont modifié leur façon de faire. Souvent c'est par groupe d'âge, mais dans certaines situations, c'était intéressant de penser les profils sensoriels, parce que finalement, il y a
des groupes qui vont très bien fonctionner parce que les profils correspondent assez bien. Et puis parfois, il peut arriver qu'il y ait 1, 2, 3 personnes qui aient du mal à supporter certains bruits, certaines vocalises. Donc c'est important de pouvoir penser les choses au maximum. Comment est-ce que la vie d'un groupe, par exemple, peut être déjà agréable, que l'état de base soit un état apaisé. Il y a aussi l'idée de penser les transitions, que ce soit transition d'une pièce à une autre avec la lumière, je reprends cet exemple, les transitions d'activité, comment est-ce qu'on pense en termes sensoriels et comment est-ce qu'on transmet aussi en termes sensoriels ce qu'on connaît de la personne. On y pense un peu moins parce que c'est plus difficile à évaluer. Il y a aussi les odeurs. Essayer de penser par exemple l'odeur le matin quand on arrive et qu'il y a la cuisine collective qui est en train de préparer le repas du midi. Peut-être que certains vont déjà pas apprécier cette odeur-là ou très apprécier cette odeur-là et ne penser qu'à ça. Comment est-ce qu'on peut en parler et aussi imaginer des espaces où les odeurs soient adaptées. Donc il y a l'aménagement des espaces. Là, on vous a mis quelques exemples. Donc, au niveau du bruit, on peut penser le revêtement des tables, des tampons aux chaises. Dans les écoles maternelles, il y a souvent des petites balles de tennis en dessous des chaises. Ça permet d'éviter les crissements. Il y a la lumière, donc les variateurs électriques, rideaux, éclairage indirect, éclairage LED. Les couleurs des locaux et motifs des surfaces. En termes visuels, comme quand on voit des zèbres aller très vite, ça fait des mouvements visuels différents. Et donc ça peut aussi perturber l'attention ou la concentration de quelqu'un, ou la disponibilité aussi. Le désencombrement visuel des espaces. Dans les établissements, il y a beaucoup de matériel. Et plus les personnes grandissent, plus les matériels prennent de la place. C'est du matériel qui est essentiel. Comment est-ce qu'on peut aménager les espaces pour le stockage et puis parfois aussi pour la décoration. Comment est-ce qu'on se dit que peut-être la décoration de Noël, faut pas trop en mettre ou pas partout. Ou peut-être qu'il y ait de la décoration aussi accessible pour les personnes qui aiment bien venir regarder au niveau visuel, qu'elles puissent en autonomie, si elles en ont la capacité, venir s'auto-stimuler. C'est peut-être intéressant. Le réglage des températures, identifier aussi des lieux de retrait et d'isolement, intérieur et extérieur. Souvent les jardins, les espaces extérieurs avec le vent, la pluie, la neige, ça peut être des espaces apaisants pour les personnes. Donc, ces derniers lieux, on a beaucoup parlé des terminologies. Comment est-ce qu'on appelle un lieu de retrait ou un lieu d'isolement ? Parce que quand on parle de contention, ce ne sont pas des lieux de retrait ou d'isolement. Une contention, ça va être quelque chose qui est pensé en accord avec le médical. Il doit y avoir des autorisations de tous les côtés, tant du côté de la personne, de ses représentants. C'est vraiment quelque chose qui est pensé autrement qu'un espace de retrait où on peut penser en équipe un espace de retrait qui serait adapté, qui ne serait pas une contention. Il y a les activités à dominante sensorielle, donc ça, il y a énormément d'exemples, mais qu'on a renommés. La piscine, la balnéothérapie, l'eau, c'est vraiment un élément très intéressant, on n'y a pas toujours accès. Les activités manuelles, les médiations, équithérapie, médiation animale, activités physiques, musicales, exploration visuelle, aller au cinéma par exemple, est-ce que c'est possible de proposer ça et dans quelles conditions ? Les activités corporelles aussi, avec le modelage, les pressions, les enveloppements. Et puis il y a du matériel sensoriel spécifique. Donc là, il y a énormément de matériel qui existe. On a essayé de noter un petit peu le matériel commun qu'on utilisait et du matériel auquel on n'a pas souvent accès. Donc là, vous pouvez voir plusieurs exemples. Et puis on va vous présenter la deuxième vidéo sur la malle sensorielle.
Je vous expliquerai juste après qu'est-ce que c'est. Ouais, bravo. T'aimes bien? Tu la serres contre toi? Ouais, t'as le sourire. Est-ce que tu veux écouter des instruments de musique? Oui. T'es prêt? Je le mets dans ta main. On va secouer ensemble. T'es prêt? Ah, super. Alors, je vais vous présenter la malle sensorielle qu'on a créée avec le groupe Polyhandicap Bretagne sur la question de l'apaisement sensoriel. Donc, c'est une malle collective où on a fonctionné sous forme de boîte. Donc, on a une boîte pour le visuel, une boîte auditive, une autre boîte auditive avec des instruments de musique. Là, c'est une boîte pour le toucher. On a l'odorat qui est juste là. Et puis à l'intérieur, il y a tout ce qui est proprioceptif vestibulaire. Ah, tu cherches si ça vibre. Ça fait du bruit. Encore, il y a 200. Ouais, on a remarqué, ça fait du bruit. C'est intéressant d'avoir tout sous la main. Ça permet de tenter d'autres choses, hein, puisque parfois il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Tu préfères les mettre où, toi? Donc là, c'est de la vibration, mais qui ne fait pas beaucoup de bruit. Par contre, ça résonne dans le corps. Ah ouais, c'est bien ça. Là, ça a l'air de te plaire, hein, la vibration comme ça. Cette malle, elle va être prêtée dans divers établissements et ça va permettre aux équipes d'essayer, de noter ce qui est intéressant, de pouvoir, eux, dans leur établissement, ensuite faire l'achat spécifique pour un jeune spécifique, créer une petite mallette qui sera prêtée pour des moments un petit peu complexes, qu'il puisse s'apaiser avec des objets qu'il connaît et qu'il aime bien. On met pas dans la bouche, Axel. Tu sais bien, on met pas dans la bouche. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Là, on est sur du vestibulaire. En arrière. Cette petite toupie, là, on dirait qu'il a rempli complètement. Parce qu'en fait, il s'étale dedans. Là, par rapport au quotidien, il est plus posé, là. Il est beaucoup plus posé, là. La toupie, ça l'aide vraiment, vraiment à se poser. Ce qui est intéressant avec la feuille d'observation là, c'est de pouvoir avoir des petites notes qui sont consultables. Et on peut voir dans cette fiche que les balles, il va beaucoup les mettre à la bouche, beaucoup les malaxer, il va avoir du mal à se départir de cet objet. Mais ce qu'a testé Aude et ce qui fonctionne bien, que elle sait très bien en tant que psychomotricienne, c'est que dans la toupie, cet objet contenant, Axel il est beaucoup plus à l'aise pour explorer sans que ça vienne prendre toute la place. On met sur les oreilles. On essaye, hein. Tu me dis si t'aimes bien. Ça fait pas la même sonorité, hein. C'est beaucoup plus étouffé. Et on dirait que tu as l'air d'apprécier parce que tu le gardes. On sait que, par exemple, cette malle est très grande, il y a beaucoup de choses, donc on ne peut pas tout proposer d'un coup, c'est beaucoup. En même temps, on aurait envie qu'il y ait encore plus. Ce ne sera jamais parfait, mais c'est déjà une première étape assez intéressante. Après, on devra toujours réadapter. Mais moi, en tout cas, je suis contente que ça ait pu mener ce groupe-là à la création d'un objet qui sera partageable pour différents professionnels et par différents établissements. Donc cette malle sensorielle que vous avez pu voir, c'est là le premier établissement qui la teste actuellement. Cette idée de malle sensorielle, c'était venu dans le groupe de travail par rapport à différentes choses, notamment il y a des évaluations où il y a des malles sensorielles, mais en discutant ensemble, on échangeait sur le fait qu'on utilise tous des objets communs. Il y a des objets qu'on aimerait bien juste essayer. Et puis, parfois, on a les objets classiques, on achète des nouveaux objets. Et puis, on se dit que pour une personne, en fait, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, peut-être dans un autre cadre, avec une grille d'observation, ça peut permettre de se dire, pour telle personne, on va aller faire des essais et pouvoir noter un petit peu comment répondre aux besoins d'apaisement de la personne. Tout ça, ça part effectivement des approches sensorielles, qu'on soit formé spécifiquement ou qu'on soit formé auprès de
des personnes, des pères aidants, des professionnels et autres. On a nommé ici les 3 approches sensorielles dont on a parlé régulièrement pour le polyhandicap, donc la stimulation basale, la formation snozélène et le rebozo, qui est du coup une technique d'enveloppement qu'une personne nous a montré, qui est une technique qui était assez peu connue, mais qui est une technique qui peut être utilisée assez simplement et dans divers lieux par différentes personnes. C'est assez intéressant à avoir en tête. Puis avec tout ça, on s'est dit, bon, bah, c'est très bien, nous on travaille, on réfléchit, on fait des propositions, mais dans les établissements, comment est-ce qu'on peut être accompagné au niveau institutionnel pour que tout ce qu'on pense là, ça puisse être fonctionnel dans les établissements. Et là, on a eu des exemples de références. Donc, ce qui va être intéressant déjà, c'est que l'apaisement sensoriel, ce soit une thématique qui soit inscrite dans le projet d'établissement, que le sensoriel, ce soit quelque chose auquel on va penser en tant qu'établissement, qu'il y ait des missions définies. Donc, s'il y a un référent sensoriel, quelles seront ses missions ? Pourquoi est-ce qu'il va être appelé sur certaines situations ? Est-ce qu'il va être appelé en amont ? Est-ce qu'il va être appelé pour une crise ? Est-ce qu'il va être appelé de façon régulière ou pas ? Penser aussi l'organisation du travail, adaptée en conséquence, parce que ça prend beaucoup de temps de faire des évaluations, d'aller essayer avec les personnes, de prendre ce temps-là. C'est intéressant qu'il y ait des référents dans les établissements qui soient identifiés. Donc là, comme pour le pôle ressources, c'est intéressant de savoir dans chaque établissement qui est la personne référente, qui a un niveau d'expertise qui tend à grandir pour pouvoir aller s'adresser à cette personne et adresser certains questionnements. Donc cette personne, il faut qu'elle soit formée, évidemment. Et donc, les 3 exemples qu'on a eus dans le groupe dont on nous a parlé, c'est le référent sensoriel, donc tout ce qui est autour du sensoriel, aller découvrir des nouveaux objets, par exemple, des nouvelles propositions, échanger avec différents professionnels. Le référent douleur, dans certains établissements, c'est les infirmières. Dans d'autres établissements, ça va être plutôt la psychomotricienne. C'est aussi à penser. Et un référent outil, ça, c'était une personne qui est dédiée à la création ou à l'achat des outils. Ça prend du temps de faire tout ça. Et le pôle ressources nous permet déjà aujourd'hui de pouvoir avoir accès à des outils. Mais un référent outil, c'est également intéressant. Dans les outils qu'on utilise régulièrement, on vous a mis quelques exemples, notamment du passeport ou du bonhomme sensoriel. Donc celui-là... c'est souvent des psychomotriciennes qui nous en ont parlé au départ. C'est des choses qui sont très visuelles, c'est assez facilement transmissible aux familles notamment, à des hôpitaux aussi quand il y a des hospitalisations, pour que facilement les professionnels ou les personnes qui ne connaissent pas la personne polyhandicapée puissent repérer très vite qu'est-ce qui doit être pris en considération en termes sensoriels, que ce soit du côté hyper ou hypo, pour adapter au mieux et l'environnement et l'accompagnement. Et puis, tout ça, c'est important de le transmettre. Donc, à qui est-ce qu'on transmet ? Comment est-ce qu'on se transmet les choses ? C'est évidemment entre la famille et l'établissement. C'est la première chose. On ne peut pas travailler sans les familles. Entre 2 équipes, tout à l'heure, on parlait des moments de transition. Passage d'une équipe à une autre, c'est une transition. Donc c'est important de penser le sensoriel, comment est-ce qu'on transmet dans les transitions entre 2 équipes, avec un nouveau professionnel, lors d'un changement de groupe, lors d'un changement d'établissement aussi, passer des établissements enfants à adultes, comment est-ce qu'on transmet les choses, comment est-ce qu'on laisse aussi les équipes découvrir et expérimenter, mais qu'est-ce qui est essentiel à transmettre pour que la personne polyhandicapée, elle n'ait pas toute une période où elles doivent revivre des complexités au niveau sensoriel. Et puis, pour toutes les préparations de séjours de vacances, de répit, séjours exceptionnels.
tout ça, finalement, ça va dans le projet sensoriel personnalisé. Donc, il y a des évaluations conjointes, famille professionnelle, le bonhomme sensoriel actualisé qu'on peut transmettre. C'est une réflexion qui est toujours pluridisciplinaire. La question sensorielle, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire de la pluridisciplinarité. Le programme sensoriel adapté aussi, est-ce que telle personne, par exemple, l'équithérapie, faudrait qu'elle en ait en permanence? On ne peut pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle puisse avoir accès à d'autres activités qui lui permettent de vivre au niveau sensoriel des choses qui sont proches? Ça ne pourra pas être la même chose, mais des choses proches. L'achat de matériel sensoriel personnel en termes nominatifs, ça, il y a pas mal de choses comme des petits sacs sensoriels. Quand les professionnels, en échange avec la famille, ont repéré qu'il y avait tel objet qui était ressourçant pour un jeune, peut-être du coup créer des sacs sensoriels qu'on puisse donner à la personne polyhandicapée, qui puisse avoir avec lui à l'hôpital, lors d'une sortie exceptionnelle, dans sa famille aussi. Et puis penser la rédaction d'un protocole personnalisé de prévention et de gestes dans l'état de crise. Donc ça, c'est toujours dans l'optique que la personne polyhandicapée, elle n'est pas à revivre des complexités sensorielles et qu'il y ait un continuum dans l'échange et dans la réflexion des professionnels. Ça nous fait gagner du temps et puis ça permet aux personnes de ne pas être en difficulté. Donc pour conclure, les pistes d'action un petit peu concrètes, finalement, c'est les évaluations sensorielles. Même si tout le monde ne peut pas être formé, il y a des évaluations non normées qui peuvent facilement être utilisées. Il faut se faire confiance sur le fait que les observations qu'on a peuvent être intéressantes. Et tant qu'on en échange et qu'on les transmet, c'est un outil qu'il faut utiliser. Les passeports sensoriels, du coup, que ce soit écrit, rédigé et transmis, c'est intéressant. Donc les projets et les programmes. Le matériel sensoriel d'établissement à penser à renouveler, rééchanger aussi sur les nouveaux matériels, les différents types de sensorialité à prendre en compte. Donc d'établissement et matériel sensoriel personnel, tous les temps d'échange, la question du référent sensoriel, je vous invite à y réfléchir, et la question de la formation. Donc, merci au groupe de travail d'avoir passé ces 5 journées à réfléchir, penser, échanger. Et merci à vous de m'avoir écouté. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci pour ce colossal travail fait avec le groupe de travail. C'est beaucoup de matière pour les professionnels et les familles que vous nous apportez. Est-ce que vous avez des questions à poser au groupe de travail ou des choses que ça vous évoque par rapport à votre quotidien? Un grand merci pour ce travail très 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 riche qui a été condensé rapidement parce que il est très très ample. J'ai une question sur les différents outils, sur les différentes approches. Snozelen, je connais. Stimulation basale, je connais. Rebozo, je ne connais pas du tout. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus d'explications? Alors, donc moi, je n'ai pas fait la formation. C'est une personne du groupe qui avait fait la formation qui nous en a parlé. Je vais du coup faire un résumé assez bref. La méthode Rebozo, c'est une méthode d'enveloppement. En fait, c'est l'utilisation d'un tissu avec un tissage spécifique. Donc, il y a une assez forte résistance pour pouvoir vraiment s'installer dedans. Et c'est une technique d'enveloppement et de balancement qui permet en fait de pouvoir venir détendre. Alors souvent c'est le haut du corps. Chez les tout petits, on peut le faire de manière encore plus englobante. Ça permet du coup d'avoir un outil assez simple, donc un tissu transportable facilement. Et puis dans une situation où il y a une difficulté, par exemple, se dire la personne qui est dans son fauteuil, on peut l'avancer, lui mettre le tissu au niveau du dos
Et puis, alors il y a une technique spécifique à apprendre, faire des micro-balancements, des micro-mouvements qui vont permettre à la personne peu à peu de si elle est tendue en tout cas, de se détendre dans le tissu, de sentir une résistance et que cette résistance, elle permette la détente. Mais je vous invite à aller voir sur Internet et puis à aller vous former aussi. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est une technique plutôt pour les nourrissons à la base, dans la question de la maternité. Pardon ? En postnatal, voilà, c'est ça. En postnatal sur le bassin, me dit une collègue. Mais c'est tout à fait utilisable dans le cas du polyhandicap. Et puis même dans le cas du pas polyhandicap, on a essayé, du coup la personne a bien voulu nous faire tester. C'est très agréable et très détendant. Du coup, la malle sensorielle, vous venez de la mettre en place dans votre établissement, si j'ai bien compris les vidéos. Alors, donc la malle sensorielle, c'est une idée qui est sortie du groupe de travail. Ensuite, oui, on peut la montrer. Donc le pôle ressources s'est mis en lien avec le groupe de travail. Et puis voilà, Lauriane arrive avec la malle. C'est le premier test. Il y a pu avoir les financements. Du coup, le premier test de la malle, ça a été prêté à l'établissement, d'une part pour qu'on puisse faire cette vidéo explicative, et d'autre part pour qu'on... Alors nous, on a eu la chance d'être les premiers testeurs. L'idée, c'est que cette malle, elle soit répliquée et que dans chaque département, il y ait accès à cette malle-là par le biais du pôle ressources, que les établissements puissent en faire la demande et qu'ils puissent l'avoir en test pendant 2-3 mois pour pouvoir vraiment essayer le matériel avec différents jeunes. L'idée, c'est d'expérimenter et de faire des retours. Parce que l'expertise, c'est aussi comment est-ce que dans chaque établissement, les professionnels viennent dire bah, ça fonctionne, ça fonctionne pas, il manque ça, nous on l'utilise pas pareil. Ça donne des idées à chacun et c'est vraiment l'idée de que ce soit ressources. Donc là, c'est vraiment un premier test. On a déjà donc il y a des feuilles d'observation et puis du côté de notre établissement, on a déjà noté des remarques sur ce qu'on trouve fonctionnel, ce qu'on trouve pas fonctionnel, ce qui manque, ce qui est à modifier, ce qui fonctionne très bien, comment nettoyer, enfin des choses très techniques aussi. Hein. Mais l'idée, c'est que ce soit prêté vraiment dans chaque établissement, que les établissements puissent en faire la demande. Et ça peut aussi être une base pour ensuite, après que les professionnels aient expérimenté, pouvoir, pour une personne polyhandicapée, échanger avec la famille et dire bah, on a testé cet outil-là qui fonctionne. Donc cet achat-là, il sera utile. C'était un peu la suite de ma question, de savoir si du coup l'utilisation de la malle vous avait permis d'avoir une autre approche aussi des personnes en situation de polyhandicap et de leurs besoins. Alors une autre approche, pas forcément, parce l'approche du sensoriel est très ancrée, mais ce que ça permet, c'est de tester des nouvelles choses, et notamment, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le casque à conduction osseuse. C'est un casque qui se met sur les tempes. C'est un casque qui a une valeur financière importante. C'est un casque qui permet d'écouter de la musique via la conduction osseuse, mais d'entendre l'environnement aussi. Donc c'est quelque chose on ne connaît pas forcément. On ne sait pas forcément si c'est intéressant pour une personne polyhandicapée, si c'est utile ou pas. Donc on ne va peut-être pas investir d'emblée 150 € ou parler de ça à la famille pour qu'elle investisse et qu'au bout d'1 mois, la personne polyhandicapée n'en ait plus utilisation, n'en veuille plus ou autre. Donc ça permet de faire des essais et de nommer qu'il y a ces choses-là qui peuvent fonctionner dans certains cas. Et du coup, l'idée, c'est d'augmenter aussi cette malle sensorielle et de la faire évoluer en fonction des besoins des personnes. Mais c'est vrai qu'on a mis un petit peu la base. Mais cette base-là, par exemple, il y avait une personne qui travaille en CESAD qui nous disait que, en termes de mobilité, elle ne peut pas prendre tout son matériel tout le temps. Donc dans la malle sensorielle, par exemple, elle pourrait sélectionner un objet sur la question de l'auditif, un objet sur le vestibulaire,
aller faire ces tests, noter et puis changer d'objet, ce genre de choses. En avant-première, la malle que le pôle ressources mettra à disposition dans chaque département. Donc ça sera l'occasion pour vous de tester en pratique et puis d'investir pour le besoin des personnes.